Dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale, on commence tout de suite avec les titres. Les chiffres du chômage sont tombés hier dans les Yvelines. Ils ont faiblement diminué, moins 0,2%. Plus de détails dans un instant. Nous dresserons le bilan de l'opération Gaz moins cher ensemble avec l'UFC Que Choisir. Elle a permis à 2597 Yvelinois de diminuer leur facture de gaz. Nous vous emmènerons au salon de l'agriculture, concours d'animaux, dégustation de produits régionaux. Nous ferons le tour avec des producteurs et agriculteurs. Et puis nous retrouverons Geneviève Bell. Elle ne pouvait pas être présente avec nous sur ce plateau. Nous sommes allés la retrouver au Conseil économique et social. Vous allez le découvrir, elle n'est pas active qu'au sein du syndicat patronal, la CGPME. À quelques jours du 8 mars et de la Journée de la femme, nous parlerons de sa nouvelle étude sur les femmes éloignées du marché du travail. Mais avant cela, place aux informations économique de la semaine. Dans les Yvelines, le nombre de chômeurs a un peu diminué, moins 0,2%. On en est donc aujourd'hui 59 060 dans le département. On sait que le taux de chômage dans les Yvelines est plus faible que dans le reste de l'Hexagone, mais deux villes yvelinoises sortent particulièrement du lot. Elles affichent une très bonne santé en termes d'emploi. Oudan détient le record du plus faible taux de chômage français, 5,2%, et Plaisir, celui de la ville où le chômage a le moins augmenté au cours des 5 dernières années. On continue avec du positif puisque la SNCF annonce une vaste opération de recrutement. Elle veut moderniser le réseau d'Île-de-France. 900 postes sont à pourvoir. Les chantiers devraient plus que doubler. Un forum sera organisé la semaine prochaine, les 4 et 5 mars à Paris. 3 métiers sont demandés, opérateurs d'installation télécom, de signalisation électrique et de caténaire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez poster votre candidature sur le site qui s'affiche à cet écran. À l'appel de la CGT, des salariés de Mobicité, une société de transport en commun basée à Trappes, entamera une grève à partir de ce soir, 23h30. Le service des bus devrait être fortement perturbé. Les grévistes représenteraient 30% des chômeurs. Les salariés réclament de meilleures conditions de travail. Ils dénoncent la précarité de nombreux contrats, une mise sous pression, des licenciements disciplinaires de plus en plus nombreux et un gel des salaires. Cette entreprise filiale de la RATP travaille pour le STIF et des collectivités. Je vous propose d'écouter les revendications des grévistes. C'est l'augmentation du salaire de base, c'est-à-dire nous demandons 150 € net sur le salaire de base, des primes de nuit et un changement de planning pour une ligne de nuit qui tourne c'est-à-dire à 6 nuits par conducteur sur le planning sur la semaine. Ils ont 6 nuits d'affilée où ils travaillent et c'est trop pour eux. L'UFC Que Choisir lancé en octobre dernier une opération Gaz moins cher ensemble. La société belge L'Empiris avait répondu à son appel d'offres en proposant des coûts inférieurs à 13% aux tarifs réglementés. Dans les Yvelines, de nombreuses personnes sont inscrites et 2597 ont accepté l'offre personnalisée qui leur a été proposée. En moyenne, les bénéficiaires économiseraient 235 € par an. On écoute l'UFC Que Choisir à ce propos. Les distributeurs de gaz, ne croyaient pas trop à cette opération, parce que c'est la première fois que ça se faisait en France. Donc il y avait un certain scepticisme. Nous, on y croyait fortement, et donc on a eu raison, parce que vous voyez bien le résultat. Pour une première opération, c'est vraiment un excellent résultat. On passe maintenant à l'entretien. Nous allons parler de la place des femmes sur le marché du travail. Pour ceux qui nous rejoignent, notre invitée Geneviève Bell ne pouvait être avec nous sur ce plateau. Nous avons donc enregistré il y a quelques jours cette interview que je vous propose de découvrir ensemble. Nous sommes jusqu'au 2 mars, le salon de l'agriculture de... Nous sommes ici à Paris devant le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Nous allons y retrouver une figure locale des Yvelines. Geneviève Bell, bonjour. On vous connaît dans le département des Yvelines plutôt comme la présidente de la CGPME, mais vous avez d'autres fonctions, et notamment celui de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité au CESE. Oui, donc j'ai été nommée au Conseil économique par la CGPME, puisque vous savez que chaque syndicat, patronal ou salarié, a des postes au Conseil économique qui représentent justement toute la vie publique. Et donc j'ai eu la chance d'être nommée par la CGPME. Donc la première mandature, j'étais sur l'environnement.
Et la deuxième mandature, on m'a positionné plus sur tout ce qui est éducation, donc c'est ma section, et puis sur la délégation aux droits des femmes. On vous rencontre aujourd'hui pour deux actualités. La première, c'est la sortie de l'étude sur les femmes éloignées du marché du travail, mise en place par Madame Fauvel. Que dit cette étude ? Effectivement, donc on a fait cette étude à la demande de Najat Vallaud-Belkacem sur les femmes éloignées du monde du travail. Il n'y avait pas eu d'étude de fait jusqu'à présent sur ce sujet. On a cherché à comprendre quelles sont les femmes qui se retirent du monde du travail. On s'aperçoit que ce sont celles qui sont le moins diplômées, donc il y a une histoire de diplôme. Il y a une histoire d'autre part de composition de la famille. C'est-à-dire que des femmes qui ont par exemple un enfant ne vont pas s'arrêter de travailler. Au deuxième enfant, on tombe déjà un peu plus bas. Et au troisième enfant, on est à 43% de femmes qui continuent à travailler. Donc, et il y a le troisième point, si vous voulez, c'est la conciliation, la possibilité de conciliation entre vie professionnelle, vie familiale, et moi je rajouterais vie personnelle, parce que ça compte aussi. Voilà, et donc c'est ces trois points-là qui font que des femmes vont se retirer du monde du travail. Alors avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire des différences de salaire parce qu'on a des accros dans le déroulé de carrière. Et puis on peut rappeler que les femmes gagnent en moyenne 25%. Alors 25%, mais je tiens quand même à bien dire qu'il n'y a que 9% qui sont imputables aux entreprises. Le reste, c'est justement les accros de carrière, etc. Alors voilà, le temps partiel et autres. Alors, il y a peut-être une solution à ça, c'est d'essayer de faire une formation, mais en tout cas, d'essayer d'accompagner ces femmes avant la reprise, avant qu'elles reprennent qu'elles quittent leur congé. Donc, il faut qu'on apprenne à travailler différemment. Alors, je ne parle pas de politique de genre, etc., dans les grands débats à l'heure actuelle, mais par contre, depuis l'école primaire, si vous voulez, on a remarqué, par exemple, dans les classes, que les questions des enseignants n'étaient pas les mêmes quand on s'adresse à une petite fille ou un petit garçon. Donc, vous voyez, c'est vraiment, et quand on a démontré ça aux enseignants, ils disent c'est pas possible, et quand on leur montre après, et la différence même des questions, quand c'est des questions un peu plus techniques, elles s'adressent aux garçons, quand c'est des questions... Donc, vous voyez, on se retrouve avec ça, à la maison on fait pareil avec nos enfants. Donc un vrai changement de mentalité. Voilà. Donc si vous voulez, je pense que ce qu'il faut vraiment changer, ce sont les mentalités. Les textes, on les a, on a tous les textes qu'il faut, donc ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité. Alors, en tant que chef d'entreprise également, est-ce que les entreprises ont un rôle aussi ? Bien sûr, les entreprises ont un rôle. Donc, à la CGPME, j'ai créé une charte où les adhérents de la CGPME peuvent mettre une estampille sur leur papier à lettres, etc., quand ils vont répondre à plusieurs critères sur l'égalité salariale, sur la mise en place de formation, etc., etc. Donc là, ça y est, je l'ai fait, c'est mis en place. Et donc là, maintenant, ça va être à la disposition des entreprises. Ce que je cherche, c'est même en tant que chef d'entreprise à faire changer les mentalités. Et valoriser ces changements. Alors, que peut changer finalement le Conseil économique ? Nos études vont partir... grossir un petit peu, je vais dire la bibliothèque personnelle de ces personnes en charge des lois. Voilà. Donc, des fois, on n'a rien qui sort pendant un certain temps, puis brusquement, au bout de 2 ans, 3 ans, on se dit, tiens, mais ça, c'est ce qu'on a écrit. Vous voyez, donc, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. On a toujours une influence sur le gouvernement et sur la position, les façons de voir. Alors, votre travail au CESE vous a également donné une idée assez originale, le Trophée national sur l'entrepreneuriat au féminin. Ah, mais ça, c'est une longue histoire. Alors, effectivement, donc, si vous voulez, la première étude que j'avais faite au Conseil économique dans l'ancienne mandature, c'était l'entrepreneuriat au féminin en France. Et donc, après avoir étudié ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, dans les pays européens, etc., j'avais sorti un bon pavé sur l'entrepreneuriat au féminin. Et puis, j'ai eu beaucoup de félicitations, mais rien du tout derrière, rien ne bougeait. Donc, j'avais été voir le président de la CGPME, dont j'étais vice-présidente, et il m'a dit, tu fais ce que tu veux, bien sûr, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut, si vous voulez, qu'on fasse bouger, en fait, le taux d'entreprises tenues par des femmes. À l'heure actuelle, on est entre 28 et 30%, selon qu'on compte ou pas les auto-entrepreneurs, et il faut qu'on arrive, comme aux États-Unis, à un taux de 48%. Cette étude, je vous dis, elle était restée. Donc, moi, j'ai monté des clubs entrepreneuriat au féminin à travers la France. On en a plus de 70 à l'heure actuelle, ce qui est énorme. Et donc, on a eu des actions. On avait repris les préconisations qu'il y avait dans mon étude.
Et on avait fait un livre blanc qu'on a distribué, en fait, enfin qu'on a gentiment envoyé au candidat à la présidence de la République. Bon, et le plan qui est sorti sur l'entrepreneuriat au féminin reprend une grande partie des points de l'étude. Voilà. Et cette année, j'ai voulu, avec quelques femmes, faire une action commune à tous les départements et on s'est dit qu'on allait lancer un grand trophée. Alors, un grand trophée sur l'entrepreneuriat au féminin qui va se dérouler, alors vous avez la primeur, qui va se dérouler sur le 18 juin. Donc, c'est pas parce que c'est le 18 juin, mais c'est parce que le lendemain, c'est la journée Planète PME, qui est la grande journée de la CGPME. Et ça permettait tout simplement aux départements, au personnel travaillant ou aux femmes des départements de monter la veille sans frais supplémentaires. Le but, c'est vraiment Alors, de valoriser. Le but, c'est déjà de fédérer tous mes groupes et de valoriser les femmes chefs d'entreprise. Valoriser les femmes chefs d'entreprise, montrer les rôles de femmes qui ont réussi et encourager les autres à venir nous rejoindre. Très bien, merci beaucoup et rendez-vous du coup le 18 juin. Voilà. Merci. Cette semaine, notre dossier de la semaine vous emmène au Salon de l'Agriculture pour en découvrir ses nombreuses facettes avec bien entendu les acteurs yvelinois présents. Un reportage réalisé avec Jonathan Villeman, Élodie Moine et Romain Ruspini. Jusqu'au 2 mars, le Salon de l'Agriculture devrait accueillir près de 700 000 visiteurs venus de toute la France. Un rendez-vous incontournable où chaque région tente de valoriser son patrimoine agricole. Et le département des Yvelines a de quoi se défendre avec pas moins de 1300 exploitations et 43% du territoire occupé par des terres agricoles. Nous vous proposons de plonger dans l'univers du salon et d'aller à la rencontre des éleveurs, agriculteurs et producteurs yvelinois. Le salon de l'agriculture, c'est tout d'abord près de 4000 animaux présents, des vaches aux chevaux. Au pavillon au vin, on y croise les célèbres moutons mérinos de Rambouillet. Importés d'Espagne au XVIIIe siècle par Louis XVI, il n'en existe plus qu'un troupeau à la bergerie nationale. Leur petit plus, la qualité de leur laine. Et dans ce domaine, leurs éleveurs sont des experts. Nous intervenons sur tous les concours de races où il y a des moutons en laine et où nous participons donc au jugement des toisons dans les concours spéciaux de race. Aujourd'hui, Antoine est chargé de noter des charmoises, une race du centre-ouest. On juge sur le visuel, mais surtout sur le tactile. Le concours des animaux a été créé en 1864 et chaque année, plus de 1200 éleveurs tentent leur chance. Pour les éleveurs qui présentent des animaux, ça a un intérêt commercial, puisque pour vendre ensuite des reproducteurs issus d'un champion ou d'une championne de Paris, c'est un bon élément de promotion. Il y a un bon nombre d'éleveurs pour qui le salon de Paris, ce sont les seules et uniques vacances, quoi. Et une récompense à Paris, c'est un aboutissement pour une vie d'un éleveur. Tous ces animaux, bien loin de leur ferme, demandent une énorme logistique. Dans le pavillon annexe, par exemple, on retrouve des centaines de vaches. Et pendant le salon, il faut continuer à les traire. C'est là qu'intervient Olivier et son équipe. Il travaille pour l'entreprise de Laval, une entreprise yvelinoise basée à Elancourt et qui vend du matériel de traite. On a à peu près 250 vaches à traire par jour. Donc c'est une grosse organisation, ça nécessite d'être prêt le matin, le soir, la nuit, puisqu'on traite des fois jusqu'à 3 heures du matin les veilles de concours. Donc c'est une grosse activité, mais c'est un bon partenariat et c'est vraiment une activité sympathique pour nous aussi et pour l'ensemble des éleveurs. Le lait récolté est testé et passe par un système de pression dans cette salle annexe. Le contenu de ces cuves sera revendu. Le salon, c'est vrai que pour chaque éleveur, c'est un investissement parce qu'il faut venir, faut s'occuper de l'animal et pendant ce temps, il y a le troupeau qui reste sur la ferme localement. Donc c'est vrai que pour les éleveurs, c'est une passion, mais c'est aussi un gros investissement. Et c'est pour ça que le salon aussi finance le lait produit, puisqu'on produit à peu près 45 tonnes de lait là, sur les 10 jours. Donc c'est pas, comme on dit, c'est pas une paille, quoi. S'occuper des animaux du salon, c'est aussi les nourrir chaque jour. Là encore, une entreprise yvelinoise a remporté le contrat. La ferme de Viltin, basée à Jouy en Josas, fournit de l'ensilage de maïs. La culture de céréales n'est pas la seule activité de cette ferme. Elle élève également des vaches laitières, à l'image de ses deux veaux. Viltin, on produit 10 000 litres de lait tous les jours, les vaches de Viltin. Et il y en a 3 000 litres qui est vendu sous forme différentes sortes. Sous forme de fromage blanc, de faisselle, bien sûr maintenant, et puis de lait fermenté aussi.
Il profite du salon pour faire connaître ses produits. Cette année, en plus de la vente aux particuliers, restaurants et entreprises, la ferme s'est ouverte à la grande distribution. Sa faisselle sera en vente dans les magasins d'une grande enseigne, située à 160 km à la ronde. Le local, un atout-vente qui prend de l'ampleur chaque année, et c'est là-dessus que misent les producteurs des Yvelines. Dans le pavillon des produits régionaux, le stand de l'Île-de-France a pour slogan « Mangeons local ». Thierry, par exemple, propose des macarons à base de produits locaux. Par exemple, la ferme de Grignon pour le beurre, des choses comme ça. Tout ce qui est macarons fruités, on a un producteur de fruits aux Aluets pour tout ce qui est fruits rouges. Voilà. Quand on peut faire local, autant que faire se peut, on fait avec. Voilà. C'est la priorité, on va dire. Une priorité pour l'ensemble des exposants, mais également une priorité politique. Avec le Servia, qui est notre comité de promotion des produits, on encourage, on donne des moyens en fonctionnement, en investissement. Et le résultat, c'est que chaque année, on a davantage de stands ici et qu'on est devenu un des plus grands stands du Salon de l'agriculture, alors qu'on est la région parisienne. Et c'est le paradoxe, mais on est en train de profiter de cette mode importante du manger local. C'est bien le Servia qui est à l'initiative de ce stand, une association regroupant la région Île-de-France, les chambres d'agriculture et les industries alimentaires. Le but, valoriser l'agriculture régionale. C'est elle qui est à l'origine de labels comme Produits d'Île-de-France et elle fédère de plus en plus d'exploitants. Vous savez, au début, il y a quelques années, il fallait se mettre à genoux pour leur demander de venir. Quelque part, ils n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, on sent que c'est porteur. La ferme de Galy est ainsi devenue une habituée du salon. Elle en profite pour faire découvrir ses produits comme ses soupes de légumes. Leur fabrication ne se fait pas dans les Yvelines mais à Rungis, où elle achète la matière première auprès d'agriculteurs de la région. Une fois encore, on mise sur le marché du local et du tout naturel. Et ça marche. Il s'en est vendu en 2013 près de 11 000 bouteilles. On est vraiment sur du bouillon de légumes infusé. Ensuite, des légumes frais épluchés à la main, de façon aussi à contrôler la qualité des légumes. Ensuite, tout est mis dans la marmite que vous avez vue, la grosse marmite là. Et ensuite, on mixe tout simplement et on rajoute sel, épices, crème ou beurre en fonction des recettes. Un petit peu de maïzena pour donner de l'onctuosité, mais après on s'arrête là. La fabrication est prise en charge par l'association Andes, plus connue pour le ramassage d'invendus et leur distribution auprès d'associations. Les salariés y sont formés pour se réinsérer sur le marché du travail. Il sort de cet atelier près de 800 bouteilles par semaine. Mais preuve que l'agriculture yvelinoise doit encore se développer, le Servia soutient financièrement les 200 entreprises agréées Mangeons local en Île-de-France. Retour au salon, le Servia finance par exemple les stands des exposants à hauteur de 50%. La ferme de Grignon, spécialisée dans la fabrication des yaourts, ne paye que 1 400 €. Participer au salon de l'agriculture, c'est un vrai engagement en termes de budget et de communication. Et voilà, c'est la crise pour tout le monde. Donc les budgets communication, c'est forcément généralement la première chose sur laquelle on va avoir tendance à rogner. Car le stand n'est pas la seule dépense pour la ferme. Cette année encore, elle participe au concours général agricole. Un prestigieux concours qui a un coût, 118 € de frais de dossier et 114 € par produit présenté. Quelques jours avant le salon, nous étions allés voir comment se fabriquaient les 5 yaourts que la ferme présente au concours. Ici, tout est artisanal, des produits naturels et un temps de chauffage au bain-marie. Nous, on est resté sur le côté basique, on va dire, qui prend du temps certes, mais qui rend le yaourt meilleur qu'un industriel. Les yaourts sont conditionnés puis reposent en salle de chauffe 5 heures. C'est encore à la main qu'on vérifie la bonne prise du yaourt. Donc on prend un yaourt et on regarde s'il y a du sérum dessus. Donc là, on voit qu'il est pris... Dans la chambre froide, nous découvrons les yaourts qui espèrent recevoir une médaille cette année. Faisselle, yaourt au lait entier, goût poire, framboise ou pomme cannelle. Les ventes en général suivent derrière après une médaille. Au moins sur les quelques mois, après ça dépend du qualité des produits, mais en général, comme les faisselles, là, ça fait 4 ans qu'on a la médaille d'argent. On espère vivement d'avoir la médaille d'or, mais c'est vrai qu'on a beaucoup augmenté notre volume en 2 ans de production, on l'a doublé.
Un autre producteur yvelinois tentera aussi d'obtenir une médaille lors de ce concours des produits laitiers, la ferme de la Tremblay. Cette année, elle n'a pas pris de stand au salon de l'agriculture, mais nous retrouvons Laurent, son directeur commercial, au salon du fromage à quelques pas de là. Les 3 produits présentés, les voilà, un fromage de chèvre persillé, un brie et un camembert fermier. Fermier car dans cette ferme, tout est produit de A à Z. Le lait utilisé provient des animaux qu'ils élèvent, 100 vaches et 600 chèvres. Et pour les nourrir, la ferme cultive elle-même ses céréales. Cela fait 5 ans qu'il participe au concours et pour Laurent, gagner des médailles est toujours une consécration. Pour nous, ça permet déjà de voir la qualité de notre travail. Mais quand je dis la qualité, c'est toute l'équipe. C'est la qualité déjà de ceux qui s'occupent des animaux, de ceux qui passent en fabrication, qui conçoivent les produits, de la renommée derrière, de la régularité. Et surtout, c'est la plus grande récompense qu'on puisse avoir. Vous miseriez sur lequel là? Le persillé. Vu le succès qu'il rencontre, j'ai confiance en lui. Lundi matin, c'est le jour de vérité, le jour du concours général agricole des produits laitiers. Près de 1000 jurés ont été mobilisés, tous volontaires et bénévoles, des professionnels, mais aussi des restaurateurs ou encore des blogueurs culinaires. À leur arrivée, on leur attribue une table. Ils y découvrent alors les produits qu'ils vont devoir juger, un coup de poker. On n'est pas tombé sur les meilleurs produits, on est plutôt sur des productions un peu industrielles quand même. Mais après, je serai à la table d'à côté, je serai très heureux. Aucune possibilité de connaître la destination des produits. Nous ne saurons donc pas où se trouvent les fromages de la ferme de la Tremblay et les yaourts de celle de Grignon. Peut-être sur la table d'Alain. On le sent, le fruit quand même. C'est des vrais fruits. Et la consistance est plutôt bonne. Produit intéressant. Les jurés jugent selon 3 critères, le visuel, la texture et le goût et l'odeur. La charte est définie par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Jackie, un enseignant à la retraite, participe depuis 13 ans au concours général agricole, le CAG comme il l'appelle. Son rôle est guider les jurés et leur expliquer la démarche à suivre. Il désigne un président ou une présidente à la table et c'est lui ou elle qui fait la synthèse de tous les membres à la fin pour mettre des observations pertinentes, les plus pertinentes possibles sur chaque produit et en particulier les produits qui n'ont pas de médaille parce que c'est ceux-là que les producteurs qu'il faut renseigner pour qu'ils puissent améliorer le produit. Et puis autrement, je leur dis également que le CGA ne souhaite pas qu'il y ait trop de médailles, une inflation. Il faut qu'il y ait au maximum 30% de médailles par rapport au nombre de produits qui est sur la table. Une consécration qui n'est donc pas facile à obtenir. Sur ces tables, on juge les fromages à pâte dure, comme ici le Cantal. On cherche surtout un côté bien équilibré et qui donne envie d'en remanger. Le concours touche à sa fin. À la table d'Alain, le président fait la synthèse des différentes notes attribuées. Tout le monde ici est d'accord. 3 produits sortent du lot. Les 3 seront médaillés. 2 médailles d'argent et même une médaille d'or. C'est un yaourt à la framboise. Mais il avait beaucoup de douceur au niveau de l'aspect yaourt. Et puis le parfum framboise était quand même très, très subtil, quoi. Donc du coup, c'est celui-là qui a emporté, on va dire, la palme. Peut-être un des yaourts de la ferme de Grignon. 18h, lors des résultats officiels, nous retrouvons Sandy à son stand. Elle vient tout juste d'apprendre le verdict. Médaille d'argent pour le yaourt entier, le yaourt à la poire et médaille de bronze pour la faisselle. Un peu déçu évidemment pour la framboise et puis la pomme cannelle. Maintenant hyper content pour la poire parce que c'est la première année qu'on la présentait, donc du coup on est content. Et puis content aussi de garder nos médailles quelles qu'elles soient sur le lait entier et sur la faisselle. Ouais. La ferme de Grignon n'a pas à rougir, tout comme la ferme de la Tremblay qui voit ses 3 produits récompensés. Médaille de bronze pour le brie, d'argent pour le fromage de chèvre et d'or pour le camembert. De quoi booster les ventes et accentuer la renommée des agriculteurs yvelinois. Et on finit avec l'agenda. Vous pourrez assister à une journée d'information sur la formation
en alternance, mardi prochain de 14h à 17h. Si vous êtes intéressé par ce mode d'enseignement ou que vous cherchez des informations, allez à la Cité des métiers à Trappes. Et le 5 mars, les rendez-vous de la Maison de l'entreprise vous proposent d'en apprendre un peu plus sur la création en auto-entreprise de 9h30 à midi. Au programme, définir son projet, choisir son statut et gérer son auto-entreprise. Attention, il faut s'inscrire à la Maison de l'entreprise. Voilà, c'est la fin de ce fil éco. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.